Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Enjoy Space TV. Je vous rappelle que enjoyspace.com est le site d'actualité spatiale de la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est le grand parc de l'aventure spatiale dans la ville rose. Le voici donc une image d'une partie de la Cité de l'Espace. Alors, la Cité de l'Espace et Enjoy Space, aujourd'hui, vous propose de suivre en direct la sortie spatiale au cours de laquelle, ou du moins à son début, parce que les astronautes vont travailler à peu près 6 heures, donc la sortie spatiale au cours de laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, on va sortir une torche olympique dans l'espace. Donc l'image que vous avez là, c'est l'image du centre de contrôle des vols habités de Moscou, parce que cette sortie spatiale est une sortie spatiale russe. Elle se fait avec des scaphandres russes Orlan, et donc elle est contrôlée principalement depuis Moscou. Ici, NASA TV nous montre le portrait des deux marcheurs de l'espace, Oleg Kotov et Sergueï Ryazansky. Je vais en profiter tant qu'on n'a pas les images de la sortie pour vous rappeler comment la torche olympique est arrivée là-haut. Donc, si vous avez suivi le précédent direct d'Enjoy Space TV, vous savez que ces trois astronautes que vous voyez là, donc de gauche à droite, le japonais Koichi Wakata, le russe Mikhail Turin et l'américain Rick Mastracchio, sont partis à bord du Soyouz TMA-11M avec cette torche olympique qu'ils tiennent entre leurs mains, ou plus exactement une réplique de la torche olympique officielle. Alors en fait, la torche olympique officielle, il n'y en a pas qu'une, il y en a près de 14 000 qui courent à travers le monde pour faire le relais olympique. Cette torche-là est spécifique, elle ne s'allume pas. On comprendra bien entendu qu'il y a derrière cette interdiction des raisons de sécurité. On n'emmène pas des flammes comme ça. Dans l'espace, ça peut être dangereux. Donc ces trois astronautes sont partis le 7 novembre vers la Station spatiale internationale à bord de cette fusée, la fusée Soyouz, et vous voyez qu'elle est décorée d'une façon un peu spécifique. On voit un petit peu les bandes bleues là qui ont été faites. Ces bandes bleues, qu'on voit ici un peu plus en détail, sont des décorations aux couleurs et au logo des Jeux Olympiques d'hiver 2014 de Sotchi, Jeux Olympiques qui se déroulent en Russie. Et voilà pourquoi la torche olympique est partie à bord d'un vaisseau spatial russe vers l'ISS, parce que la Russie, bien entendu c'est un vaisseau russe, et la Russie est l'une des 5 agences spatiales qui participent à la station spatiale internationale que voici. Je vous rappelle qu'il y a 5 agences associées dans la plus grande structure jamais assemblée sur orbite. Il y a donc la Russie, la NASA pour les États-Unis, l'ESA, l'Agence spatiale européenne pour l'Europe, le Canada avec l'Agence spatiale canadienne et le Japon avec la JAXA, la Japan Exploration Aerospace Exploration Agency. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait un japonais dans l'équipage qui a amené la torche, Koichi Wakata ici à gauche, qui va devenir d'ailleurs le premier commandant japonais de la Station spatiale internationale. Mais c'est pas pour tout de suite. Du coup, vu qu'il y avait à bord déjà 6 personnes, je vous les présente. 6 personnes à bord de la Station spatiale internationale, donc de gauche à droite, l'américaine Karen Nyberg, le russe Fyodor Yorshikhin, l'européen et l'italien Luca Parmitano, l'américain Mike Hopkins, le russe Oleg Kotov et un autre russe, Sergueï Ryazansky. Ce sont d'ailleurs ces deux derniers, Kotov et Ryazansky, qui vont sortir en scaphandre dans maintenant une dizaine de minutes avec la torche olympique. Ces 6-là ont donc été rejoints par nos 3 porteurs de la torche, Wakata, Turin et Mastracchio. Ce qui fait que dans l'ISS, il y a 9 personnes. Il faut remonter à juillet 2011 pour retrouver autant de monde. Il y avait même à cette époque-là un petit peu plus, c'était 10. Autant de monde au moins dans la Station spatiale internationale. Alors en juillet 2011, pourquoi y avait-il 10 personnes? Parce qu'il y avait les 6 occupants de la station, plus les 4 occupants du dernier vol d'une navette spatiale. C'était la mission STS-135. 6 et 4 font 10. Mais là, il faut remonter à 2009 pour qu'il y ait 9 occupants, tous avec des Soyouz. Donc ce n'est pas tous les jours qu'il y a 9 personnes à bord de la Station spatiale internationale. Le système de support vie peut le
supporter, mais pas trop longtemps. C'est pour ça qu'ils ne vont pas rester à neuf pendant plusieurs semaines. En fait, ça dure quelques jours, puisque le 11 novembre, lundi, Luca Parmitano, Karen Nyberg, donc ce sont les trois qui sont sur la gauche à cette photo, Karen Nyberg, donc Fyodor Yurchikhin et Luca Parmitano vont redescendre avec la torche olympique. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Mais justement parce que si on devait attendre le Soyouz normal, la torche serait redescendue en mars. Or, la cérémonie des Jeux Olympiques de Sotchi en Russie se déroule le 7 février. La torche ne serait pas revenue à temps. Voilà pourquoi, pour la première fois, on a envoyé les trois nouveaux avant que les trois anciens ne redescendent. Puisqu'avant, ce qu'on faisait, quand on change un équipage de l'ISS, on va prendre par exemple l'expédition 37 qu'on a devant nous, les trois à gauche, ils partent, puisque ce sont eux qui sont arrivés avant les trois à droite. Ils descendent, il y a une semaine à 10 jours où ils sont plus que 3 et les 3 nouveaux arrivent. Mais là, ce n'était pas possible. Il fallait absolument que la torche revienne avant la cérémonie d'ouverture. Donc ici, c'est une image en direct de la Station Spatiale Internationale. On est à l'intérieur de l'ISS ici. On voit Koichi Wakata qui est en train de s'affairer à différentes tâches. Je rappelle que la Station Spatiale Internationale est un gigantesque laboratoire sur orbite dans lequel on accomplit chaque jour des expériences impossibles à réaliser sur Terre, puisque ce sont des expériences qu'on fait en apesanteur. Ça permet par exemple d'étudier la matière différemment, parce que quand on fait des expériences scientifiques avec la matière sur Terre, eh bien, on étudie la matière en gravité, tandis que là-bas, on n'étudie que la matière, puisqu'il n'y a plus de pesanteur. Je vais profiter donc de cette image fixe pour vous présenter les deux spacewalkers, marcheurs de l'espace, qui vont sortir avec la torche. Donc, deux Russes, Oleg Kotov, qui fait maintenant partie de l'expédition 38, et c'est lui qui va prendre le commandement de la station d'ailleurs. Hein. C'est lui qui est le prochain commandant de la station. Donc, Oleg Kotov est né le 27 octobre 1965, à Simferopol en Ukraine, mais il est de nationalité russe, c'est-à-dire il est né en Ukraine au moment de l'Union soviétique. C'est un diplômé en médecine, il a fait l'école militaire de Kirov et c'est un ingénieur pilote. Et avant d'être cosmonaute, il a travaillé sur les aspects médicaux des vols spatiaux. Il a été sélectionné cosmonaute en 1996 et il s'agit là de son troisième vol spatial. Avec lui, Sergueï Ryazansky, qui lui est un petit nouveau en quelque sorte, c'est son premier vol spatial. Il est né le 14 novembre 1974 à Moscou, en Russie donc. Il est docteur en biochimie et un peu comme Kotov, il a fait de la médecine puisqu'il a travaillé à l'IBMP, c'est l'Institut russe de médecine spatiale. Puis il a été sélectionné cosmonaute en 2003. Donc deux profils médicaux aujourd'hui en sortie extravéhiculaire, comme on dit, c'est-à-dire en dehors du véhicule. Alors cette sortie sera la première pour Sergueï Ryazansky et ce sera la 4e sortie en scaphandre pour Oleg Kotov, qui est donc plus expérimenté. Alors on va continuer à parler de cette fameuse torche olympique qui a été amenée donc par ce trio le 7 novembre. Cette torche olympique est arrivée, voilà. Ici, on voit Mikhail Turin qui brandit la torche olympique au commandant actuel de la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire Fyodor Yurchikhin. Fyodor Yurchikhin qui va redescendre avec Parmitano et Nyberg le 11 novembre et qui cédera donc le commandement de la station à Kotov. Donc, un événement, puisque c'est pas souvent qu'il y a une torche olympique, mais ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu 2 torches olympiques à bord de la Station Spatiale, enfin non. Il y a déjà eu 2 torches olympiques dans l'espace, pardonnez-moi. Une première dans une navette spatiale, c'était en 1996, et une autre en l'an 2000, à nouveau dans une navette spatiale, c'était le vol STS-101, et là, cette torche olympique-là est allée aussi dans la Station Spatiale Internationale. Mais, grande nuance, ces 2 torches ne sont pas sorties dans l'espace avec un cosmonaute en scaphandre. C'est là la grande nouveauté, la torche va sortir véritablement dans l'espace. Alors la torche, on la retrouve un petit peu partout. Rappelez-vous, elle a été amenée donc par ces 3 astronautes. Et le logo de leur vol Soyouz, le voici, TMA-11. Regardez bien sur l'écriture Soyouz, vous voyez le I. Et on voit un flambeau. C'est bien sûr un clin d'œil à la torche olympique que transporte le Soyouz TMA-11 vers la Station
spatiale internationale. Hein. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, leur fusée, leur vaisseau a été abondamment décoré. Regardez, ici on voit le haut de la fusée, c'est le 3e étage. On voit les couleurs de Sochi 2014. Là aussi, la capsule Soyouz, en fait, le vaisseau Soyouz est sous la partie blanche qui est une coiffe de protection. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble un vaisseau Soyouz pour de vrai, eh bien, je vous conseille d'aller à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et dans le jardin de la Cité de l'Espace, il y a un Soyouz taille réelle. Voilà, c'est ça un Soyouz. Donc, en bas, un cylindre blanc, c'est, on va dire, le module de service, la propulsion, puissance électrique, etc. Au milieu, la partie rouge, c'est là-dedans que sont les 3 astronautes cosmonautes au décollage et au retour. Et en haut, le module orbital, pièce de vie supplémentaire avec, très important, notamment les toilettes. Mais on peut aussi s'asseoir dans un Soyouz à la Cité de l'Espace, il y en a un autre. Et là, on s'assoit et on découvre que c'est vraiment très petit. Comme je le disais lors du décollage du TMA-11 le 7 novembre, si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne, mettez-vous en combinaison de ski et asseyez-vous 3 de front dans une petite voiture genre Twingo. Vous aurez une idée. Alors, pour avoir une meilleure idée, bien sûr, le mieux c'est d'aller à la Cité de l'Espace à Toulouse. Je reviens sur le direct NASA TV. Ici, on voit la salle de contrôle de Houston, centre de contrôle de mission. Et là, nous sommes revenus à la salle de contrôle russe, en banlieue de Moscou, pour être exact, dans la ville de Korolev. Alors, en fait, il faut savoir que chaque agence spatiale a au moins une salle de contrôle qui est en permanence reliée à la Station spatiale internationale. Pour l'Europe, c'est une salle de contrôle qui est en Allemagne, et il y a aussi une salle de contrôle au Canada et une autre au Japon. Alors le programme est normalement le suivant. Les 2 cosmonautes que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir Oleg Kotov et Sergueï Ryazansky, vont sortir depuis le module russe Pierce, qui est un SAS, et au tout début de cette sortie spatiale, ils vont porter la torche, prendre des photos, puis rentrer la torche dans le SAS et enfin accomplir le travail de cette sortie extravéhiculaire. Parce qu'on ne fait pas une sortie extravéhiculaire que pour la torche, en fait on en profite pour la torche, mais le but principal de cette sortie extravéhiculaire, c'est de travailler pendant plusieurs heures à l'amélioration et à l'entretien de la Station spatiale internationale. De plus, vous savez, depuis que l'Européen Luca Parmitano a eu un problème avec son scaphandre, il était sorti en scaphandre américain. Lors de sa 2e sortie extravéhiculaire, il y a eu une fuite d'eau dans le scaphandre. Donc depuis ce moment-là, les scaphandres américains sont pour le moment interdits de sortie spatiale. Tant qu'on n'a pas compris le défaut qu'il y a eu sur ce scaphandre, plus personne ne sortira en scaphandre avec des scaphandres américains. Les seules sorties en scaphandre autorisées sont celles avec des scaphandres russes Orlan. Et d'ailleurs, à la Cité de l'Espace, il y a un magnifique scaphandre Orlan exposé à admirer dans la partie centre de lancement de la Cité de l'Espace. Voilà, là on entend en fond des échanges en russe qui sont traduits en américain. En gros, ce sont des échanges très techniques. Par exemple, on vient d'entendre un des cosmonautes dire: est-ce que tu peux attraper cet ombilical, c'est-à-dire un de ces tuyaux qui servent à passer de l'énergie ou des fluides. Donc ils doivent être en train de se préparer. Normalement, là, il est 15h30, c'est l'heure prévue pour qu'ils sortent. Bon, maintenant, la préparation d'une sortie extravéhiculaire peut avoir parfois quelques petits retards, puisqu'il faut que tout le monde soit prêt, que le scaphandre fonctionne correctement, donc il faut s'assurer qu'il fonctionne correctement, puis on baisse la pression dans le SAS, qui bien sûr à ce moment-là est isolé du reste de la Station spatiale internationale, et on ouvre l'écoutille vers l'extérieur. Voilà, la commentatrice NASA vient de préciser que Oleg Kotov et Sergueï Ryazansky étaient désormais en autonomie dans leur scaphandre, ce qui veut dire qu'ils ont débranché
l'ombilical dont je vous parlais tout à l'heure, ben voilà, c'était un ombilical qui reliait les scaphandres au module SAS dans lequel ils sont, c'est-à-dire un ombilical qui continue à fournir de la puissance, notamment électrique, à leur scaphandre. Ça y est, c'est déconnecté, ce qui veut donc dire qu'ils sont prêts à sortir. Ils doivent sans doute faire les dernières vérifications de leur scaphandre avant de procéder au début de cette sortie spatiale, qui, je vous le rappelle, va voir pour la première fois une torche olympique sortir dans l'espace. Tout est prêt, vient-on d'entendre. Donc apparemment tout est prêt. Pour l'instant, on n'a pas d'image à l'extérieur. Il faut savoir que cette sortie est organisée par Roscosmos, l'agence spatiale russe, et que la descente de la torche est essentiellement organisée par l'agence spatiale russe. C'est normal, puisque la Russie a réussi à organiser les Jeux Olympiques de l'hiver à Sochi. Alors comme je vous l'ai dit au début, il y a 14 000 torches qui servent à faire des relais d'hiver. Il faut savoir par exemple que Valentina Tereshkova est la première femme à être allée dans l'espace, c'était en 1963, a participé au relais, elle a porté une des torches. Alors elle a dit avec beaucoup d'humour qu'elle aurait bien aimé être chargée d'amener la torche là-haut, c'est-à-dire pouvoir revenir dans l'espace puisqu'elle n'a fait qu'un seul vol. C'était il y a donc 50 ans. Mais donc, elle a compris qu'elle ne pourrait pas y aller, mais elle était quand même très contente d'avoir porté la torche. Donc, ces répliques de torches vont servir à allumer la grande flamme olympique à Sochi. Et bien entendu, la torche que vous allez voir dans l'espace participera symboliquement aussi à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 2014. Alors, je vous parlais de Valentina Tereshkova. Il faut savoir qu'en ce moment, à la Cité de l'Espace, il y a dans le bâtiment Astralia une exposition temporaire consacrée justement à toutes les femmes qui sont allées dans l'espace. Valentina Tereshkova, à l'époque, était soviétique, aujourd'hui elle est russe, ayant été la première. Et on découvre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, parce que s'il y a eu près de 500 personnes dans l'espace, il n'y a guère qu'une cinquantaine de femmes qui sont allées dans l'espace. Donc on voit qu'on est encore loin de la parité en ce qui concerne les hommes et les femmes dans l'espace. D'ailleurs, si on regarde l'équipage actuel de la Station Spatiale Internationale, nous avons les 3 personnes qui sont montées en Soyouz le 7 novembre, Wakata, Turin et Mastracchio, et déjà à bord, il y avait 5 hommes et une femme, Karen Nyberg. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de progrès à faire pour arriver à la parité dans le spatial, mais il faut remarquer que cela progresse. Hein. Il y a quand même eu des femmes commandants de navettes, des femmes pilotes, des femmes qui sont sorties en scaphandre, etc. Alors moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans les femmes dans l'espace, c'est Eileen Collins, qui a été la première femme à piloter une navette et une première femme à commander une navette. Un jour, sa fille est en âge d'aller à l'école, et puis au fil des mois ou des années, je ne sais plus exactement dans quelle classe était sa fille, elle est rentrée d'école toute étonnée, elle lui a dit « Maman, tu sais ce que j'ai appris ?» Eh bien, toutes les mamans ne sont pas forcément commandantes de navette. Voilà. Donc, une jolie petite histoire qui montre qu'on a que le spatial reste encore un milieu très masculin. Nous venons d'apprendre donc que l'écoutille était ouverte dans le SAS, ce qui veut dire que nous ne devrions pas tarder à voir Oleg Kotov et Sergueï Ryazansky sortir dans l'espace. Donc en ce moment, l'ISS est au-dessus de l'océan Pacifique. Oui, cette carte montre l'endroit où se trouve la station. Je vous rappelle que la Station Spatiale Internationale pèse 400 tonnes et qu'elle a une masse de 400 tonnes puisqu'elle ne pèse rien là-haut, elle est en impesanteur. Et elle tourne environ à 350 à 400 km au-dessus de la Terre. Et à la vitesse de 28 000 km/h. C'est très rapide. Parce qu'à cette vitesse-là, en fait, la station rattrape sa chute. Il faut savoir qu'un objet qui tourne autour de la Terre est en fait en chute libre permanente. Mais il est en chute libre avec une telle vitesse qu'il rattrape sa chute et donc tourne. C'est la même chose pour les satellites. Hein.
Alors, il ne faut pas croire que la Station spatiale internationale met à feu des moteurs en permanence pour garder cette vitesse. Il y a très peu d'air, il n'y en a quasiment plus là-haut, donc elle reste sur son élan. Mais de temps en temps, il faut donner ce qu'on appelle des coups de boost, c'est-à-dire qu'on allume des propulseurs de la station ou parfois des cargos européens ATV, par exemple, pour redonner de la vitesse, parce que la station perd plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres d'altitude chaque jour, puisque même s'il y a quasiment plus d'air là-haut, il reste quand même un petit peu d'atmosphère, il y a un résidu qui suffit à freiner petit à petit la Station spatiale internationale. Donc pour ceux qui nous prennent en cours, je rappelle que nous avons appris que les deux astronautes, enfin les deux cosmonautes, on va garder ce terme-là puisqu'il n'y a que deux Russes, les deux cosmonautes sont en autonomie dans leur scaphandre Orlan, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus branchés, c'est-à-dire c'est leur scaphandre qui leur fournit de façon autonome l'oxygène pour respirer, l'énergie électrique pour le fonctionnement, et que l'écoutille a été ouverte. Alors, on entend des petits échanges techniques entre le sol et les cosmonautes. Voilà, on a entendu donc une personne qui traduit les échanges russes pour NASA TV, qui a dit qu'on avait un go pour la sortie. Donc on vient d'apprendre également qu'on serait à 5 minutes d'entrer dans la journée orbitale. Parce qu'il faut savoir que la Station spatiale internationale tourne autour de la Terre, donc ça veut dire qu'elle passe de la partie jour, éclairée par le Soleil, de la Terre, à la partie nuit. Donc il souhaite visiblement attendre d'être dans la partie jour, probablement pour que l'image soit belle sur les caméras vidéo, puisque c'est important, c'est au début de la sortie extravéhiculaire qu'ils vont porter la torche olympique. Voilà, Sergueï Ryazansky est sorti, apprend-on. Donc déjà, un des deux cosmonautes est dehors. Pour l'instant, on n'a pas d'image de la sortie elle-même. Ce que vous voyez là, c'est le direct NASA TV avec des images envoyées par l'agence spatiale russe. Et ça, c'est le centre de contrôle des vols habités russes à Korolev, dans la banlieue de Moscou. Donc un nouveau go vient d'être donné. Ah, bah, Sergueï vient de demander à Oleg, est-ce que tu me vois? Il lui a répondu pas encore. Donc ils doivent allumer des lumières. Alors il faut savoir que les scaphandres russes Orlan ont parfois, même assez souvent, sont complétés d'une sorte de chapeau qui est emprunté au scaphandre américain. Et ces espèces de casquettes qui se mettent par-dessus le casque contiennent des lumières additionnelles qui permettent donc aux astronautes d'éclairer ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans la nuit orbitale, mais aussi des caméras. Alors lorsqu'il y a des sorties en scaphandre américain, on voit notamment les images de ces caméras embarquées sur les casques. Là, je ne sais pas si ce sera le cas puisqu'on est dans une sortie russe. Voilà, les deux cosmonautes continuent leurs échanges essentiellement techniques
en disant qu'ils ont allumé tel dispositif, etc. Donc, ils sont en train de faire une sorte de checklist du fonctionnement de leurs scaphandres respectifs, en disant la caméra fonctionne, le système de régulation thermique fonctionne, etc. Ici, nous sommes passés à Houston, aux États-Unis. Donc Houston surveille également cette sortie extravéhiculaire. Et là, nous sommes à nouveau de retour à Korolev, près de Moscou. Plus qu'une minute avant d'arriver dans la journée orbitale. Donc la station, pour l'instant, est en train de tourner autour de la Terre côté nuit. C'est peut-être pour cela que nous n'avons pas encore d'image. Alors en haut, vous voyez en haut à gauche, vous voyez un décompte 8 minutes 35. C'est le décompte officiel de la durée de la sortie extravéhiculaire. Ça veut dire que les cosmonautes sont dehors depuis maintenant 8 minutes et plus de 40 secondes. Donc les cosmonautes continuent leurs échanges techniques. Il y en a un qui vient d'indiquer qu'il est en train de faire une manœuvre, de tourner sur lui-même, sans doute pour bien se positionner à l'extérieur. Voilà la première image de l'extérieur. Alors c'est encore sombre parce que la station est dans la nuit orbitale. Mais regardez, regardez, la lumière devient de plus en plus vive. Nous sommes en train d'assister à un lever de soleil orbital. En fait là, le soleil ne se lève pas, hein. C'est la station qui tourne autour de la Terre. Et d'ailleurs, je vous rappelle que sur Terre, on a la même illusion. Ce n'est pas le soleil qui se lève, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même, qui donne l'illusion que le soleil se lève. Donc première image de cette sortie extravéhiculaire. Pour l'instant, de mauvaise qualité parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc on peut voir au milieu, au fond, visiblement un vaisseau spatial, alors soit un Progress, soit un Soyouz. Et les discussions purement techniques continuent entre les cosmonautes, entre eux et avec les contrôleurs au sol. Il ne faut pas oublier qu'une sortie en scaphandre, c'est toujours extrêmement délicat. La mésaventure qui est arrivée à Luca Parmitano récemment nous rappelle que la routine n'existe pas dans l'espace, même si tout est préparé, même si des checklists sont faites, il peut y avoir des accidents, des problèmes. Bon, fort heureusement pour Luca Parmitano, cela s'est très très bien terminé. Mais sortir dans l'espace, c'est en gros revêtir une sorte de mini vaisseau spatial, une combinaison, un scaphandre spatial est un vaisseau spatial miniature, puisqu'il faut protéger l'astronaute ou le cosmonaute du vide spatial, donc il faut qu'il y ait une pression à l'intérieur, mais il faut aussi maintenir une température adéquate, sinon il aurait soit trop froid, soit trop chaud, et bien entendu aussi le faire respirer. D'ailleurs, pour avoir ni trop froid ni trop chaud, les cosmonautes portent une sorte de survêtement qui est parcouru de tas de petits tuyaux dans lesquels circule de l'eau, et c'est cette eau qui maintient une température confortable à l'intérieur du scaphandre.
Donc un scaphandre spatial, c'est pas juste un vêtement, hein, c'est en fait un mini vaisseau spatial. Donc ici, une image qui vient de s'interrompre. Alors je ne sais pas si c'était une image de l'intérieur du SAS en temps réel ou si c'était un enregistrement. Ah non, on est peut-être même à l'extérieur là. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image qui est sur le casque du cosmonaute. Donc vous voyez ce que voit le cosmonaute. Voilà, une autre image. Alors là, nous sommes vraiment à l'extérieur de la station. Apparemment, c'est l'image de Sergueï. Et voilà, regardez, on est toujours là, on est dans le SAS. Et on voit très bien que le cosmonaute, ce doit être Oleg Kotov, je pense, tient la torche olympique. Ce que vous voyez dans la main, là, c'est la torche olympique. Alors attention, elle va sortir. Voilà, moment historique. Vous voyez très bien l'écoutille. Au fond, on remarque le deuxième cosmonaute qui est déjà dehors. Et très probablement que Sergueï Ryazansky est chargé de prendre des photos de cet événement. Voilà, la commentatrice NASA vient bien de confirmer que c'est Oleg Kotov qui est toujours dans le SAS et qui tient la torche olympique. Donc il a dû sortir puis re-rentrer chercher la torche une fois que tout était OK. Alors on voit très bien son collègue en haut à droite de l'écran, bon maintenant en haut au milieu, son collègue qui l'attend dehors. Donc vous êtes en quelque sorte avec lui, là vous avez une vue de ce qu'il voit. Vous sortez dans l'espace avec Oleg Kotov. Alors vous remarquerez qu'on le voit un petit peu ici, Sergueï Ryazansky est accroché à la structure de la station par des câbles. Il faut savoir que les cosmonautes sont toujours accrochés à la structure. Pourquoi? Parce que s'ils s'éloignent ne serait-ce que de quelques mètres, ils ne peuvent pas faire des mouvements de nage, ils sont dans le vide. Ils s'éloigneront de la station jusqu'à être perdus. La station ne peut pas faire des manœuvres pour aller les chercher. C'est pour ça qu'ils ont au moins 2 lanières qui les tient en permanence à la station. Quand ils se déplacent, ils décrochent une lanière, ils raccrochent cette lanière à un nouveau point. Une fois que c'est fait, ils décrochent et hop, à nouveau, s'accrochent. Regardez, on voit très bien là sur la droite, Oleg Kotov qui utilise son mousqueton. Donc il en décroche un, il va l'accrocher à un nouvel endroit pour être assuré à la station. Puis il décrochera un autre et ainsi de suite. Pour les gens qui ont fait de l'escalade de façon via ferrata, c'est le même principe. Vous savez, quand on fait la via ferrata, on a un baudrier autour de sa taille et on a 2 cordes avec au bout des mousquetons. Et le but, c'est de se balader, généralement avec les 2 mousquetons accrochés, le long de la via ferrata, c'est-à-dire ce câble qui vous tient, et on n'en décroche qu'un seul à la fois. Voilà, ça, c'est l'image de Sergueï Ryazansky, du casque de Sergueï Ryazansky. On voit l'écoutille au bout, enfin, quand il n'y a pas cette espèce d'instrument devant, ça doit être l'appareil photo. Et Oleg Kotov qui va bientôt sortir. Voilà, Oleg Kotov a dû s'accrocher. Vous remarquerez que la torche olympique est également, on le voit très bien, est également accrochée à Oleg Kotov par un filet de sécurité. Parce que si tel n'est pas le cas et que Oleg Kotov lâche la torche va partir et ce sera impossible d'aller la récupérer. Alors là, on est à nouveau sur la caméra du casque de Sergueï Ryazansky et hop, on revient sur Kotov.
Voilà, une torche très design, hein, un dessin qui rappelle d'ailleurs, je pense que c'est volontaire, la forme d'une flamme. Voilà, ça y est, la torche est dehors. Voilà. Pour la première fois donc, une torche olympique effectue une sortie spatiale. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu 2 torches olympiques dans l'espace, c'était en 1996 et 2000, mais aucune n'était sortie ainsi dehors. En quelque sorte, aucune torche olympique n'a fait de marche spatiale. Maintenant, c'est le cas. Oleg Kotov donc, vient de sortir du sas russe Pierce de la Station spatiale internationale et réalise donc une première, une torche olympique dans l'espace en sortie extravéhiculaire. Alors, on voit très bien ici sur cette image, vous voyez Oleg Kotov. Alors, il y a juste le haut de son scaphandre qui est coupé. Oleg Kotov, donc dans son scaphandre, sur l'écoutille, et qui tient la torche olympique. Sergueï Ryazansky qui visiblement fait une série de clichés photographiques. Voilà, maintenant nous sommes sur le casque d'Oleg Kotov. On voit la torche qui est dehors. Une torche qui, bien entendu, n'a pas de flamme pour des raisons de sécurité. L'événement est symbolique pour la Russie. Vous imaginez bien que Sergueï Ryazansky va faire très attention aux photos qu'il réalise parce que ces photos vont bien entendu participer à la promotion des Jeux Olympiques d'hiver 2014 de Sotchi en Russie. On vient d'apprendre, donc la coupure est normale, c'est que la station est passée en dehors de la réception des signaux. Donc, c'est-à-dire là, les Russes ne peuvent pas recevoir les signaux émis par la Station spatiale internationale, ce qui explique la coupure. En revanche, on a toujours l'audio, donc la sortie continue de se dérouler correctement. C'est juste la transmission vidéo qui n'est plus possible pour le moment. Voilà, on entend des instructions du style je vais faire un gros plan, tourne là un peu plus bas, etc. Visiblement, on fait très attention à obtenir de belles photos de cette première spatiale. Voilà, on entend reviens en arrière, penche-toi, assure-toi. Voilà, donc on attend le retour de la vidéo. Parce que le sol a averti les 2 cosmonautes que la transmission vidéo ne passait plus, qu'il n'y avait plus que le son. Et comme vous pouvez voir par le compteur en haut à gauche, nous arrivons à la 20e minute de cette sortie spatiale. Très beau, vient de dire un des 2 cosmonautes. Voilà, l'image revient. Voilà. Voilà pourquoi il a dit très beau. Regardez, Oleg Kotov est intégralement dehors et fait bouger la torche olympique sur fond de terre. Très belle image, même si la qualité n'est pas au rendez-vous parce que ce sont des petites caméras sur les casques. Très belle image symbolique. Les Jeux Olympiques donc qui réunissent les nations de notre vaisseau spatial Terre autour de l'idéal sportif sont donc représentés là-haut par 2 cosmonautes qui tiennent la torche olympique. Une autre vue plus éloignée. Et à nouveau une vue du casque de Sergueï Ryazansky. Voilà, la station est maintenant au-dessus des États-Unis, au-dessus de l'Amérique, et même la Californie, apprend-on. Voilà, on voit très bien, regardez, la torche olympique est carrément tenue par 2 mousquetons. Vous voyez, on ne veut pas prendre de risque, il ne faut surtout pas la perdre. Donc la séance photo continue. La première torche olympique en sortie spatiale. Est-ce bien?
Non, pas encore, apparemment. On continue la séance photo. Et cette torche va donc revenir sur Terre, je vous rappelle, lundi 11 novembre au matin. Et elle participera à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi le 7 février. Alors, on revient à une vue du casque de Sergueï Riazansky. Oleg Kotov est intégralement en dehors de la station, avec la torche dans sa main. Vous voyez, ils prennent des pauses. Oleg Kotov s'éloigne un petit peu. Il ne faut pas avoir le vertige, hein. La Terre est à 400 km en bas, imaginez un peu. On voit très bien l'appareil photo là sur presque au milieu. Là maintenant il est caché par la torche. Alors vous avez peut-être remarqué que les deux cosmonautes ont le même scaphandre, mais pas les mêmes couleurs. Sergueï Riazansky a un scaphandre avec des bandes bleues, tandis que Oleg Kotov a un scaphandre avec des bandes rouges. Vous voyez, voilà, on voit très bien, il est en haut à droite, il a des bandes rouges le long de sa combinaison, et vous verrez si on voit à nouveau Sergueï Riazansky, vous verrez que lui a des bandes bleues. Là, on le voit un petit peu. Sergueï Riazansky est au milieu de l'image. Regardez, on voit les deux scaphandres, vous voyez, l'un a des bandes bleues et l'autre des bandes rouges. C'est comme ça que, sur les images, les contrôleurs au sol peuvent immédiatement différencier Kotov de Riazansky. Alors, le scaphandre Orlan actuel, il faut savoir que c'est un descendant d'un scaphandre qui avait été mis au point dans les années 1960 pour que des cosmonautes marchent sur la Lune. Parce que l'Union soviétique a voulu remporter la course à la Lune, qui a été gagnée par les Américains avec le programme Apollo, mais l'Union soviétique a essayé d'aller sur la Lune. L'Union soviétique a bâti notamment 4 fusées surpuissantes. La N1, c'était des fusées aussi puissantes que la Saturn V américaine. Mais les 4 vols d'essai de la N1 se sont terminés par des explosions. Il n'y avait personne à bord. C'était des vols de test automatiques. Et le but, c'était d'envoyer 2 personnes vers la Lune. L'un serait resté en orbite autour de la Lune et un autre serait descendu tout seul, marcher sur la Lune. On pense même que c'est Leonov, le premier Rome à avoir fait une sortie spatiale en scaphandre, qui aurait marché ainsi sur la Lune. C'était quand même une mission extrêmement risquée, puisque le cosmonaute aurait été seul à accomplir la descente vers la Lune, la marche lunaire et le retour. Mais ça n'a jamais eu lieu. En revanche, le scaphandre qui avait été mis au point pour ces missions lunaires a connu, on va dire, a fait des petits, et c'est devenu le scaphandre Orlan utilisé lors des missions de stations soviétiques, Salyut puis Mir, et maintenant Station spatiale internationale. Alors bien sûr, il a évolué techniquement depuis. Alors le scaphandre Orlan est typique en ce sens que vous voyez on voit ce grand sac à dos à l'arrière. Il faut savoir que ce sac à dos s'ouvre comme une porte et le cosmonaute rentre dans son scaphandre par cette porte ouverte. Le scaphandre américain, lui, est très différent dans sa conception. Il s'ouvre au niveau de la taille en deux, c'est-à-dire les jambes se séparent du torse et du sac à dos. Le sac à dos, en fait, on appelle ça le sac à dos, mais il contient l'équipement de support vie. Donc l'astronaute américain met les jambes, puis enfile le haut du scaphandre et on réunit le tout au niveau de la taille. Le scaphandre russe Orlan, comme vous l'avez compris, lui fonctionne de façon très différente. Il ne se sépare pas en 2 morceaux. On rentre par la porte arrière, en quelque sorte. On ouvre le sac à dos et on rentre comme ça par le dos du scaphandre, puis on le referme. On a très bien vu ces câbles de sécurité qui maintiennent les astronautes en permanence à la structure de la station. Et là, on voit Oleg Kotov, c'est lui qui a les bandes rouges, qu'on voit là très bien de profil.
et son collègue Sergueï Riazansky un petit peu plus bas dans l'image. Right now I can see. And go ahead and correct it. Donc maintenant, les deux cosmonautes vont très probablement passer à la suite du programme de cette EVA, c'est-à-dire le travail qu'il y a à faire, installation de nouveaux équipements, etc. Une image du scaphandre de Kotov, du casque du scaphandre de Kotov. On voit une partie de la station. Il s'agit du segment russe de la station. Ils ont beaucoup d'activités à réaliser. Ils ont un programme chargé puisque la sortie doit en tout durer 6 heures. Alors on n'ira pas jusqu'au bout de la sortie. Pour ce direct Enjoy Space TV, on se consacre à la sortie de la torche olympique. Donc la commentatrice NASA TV qui précise que la personne que l'on voit en haut de l'écran, c'est Oleg Kotov, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et un petit peu en bas, il s'agit de Sergueï Riazansky. Et à nouveau, on voit la torche olympique. Accrochée par deux filins de sécurité. Il ne faudrait pas la perdre. Apparemment, la séance photo continue puisque Sergueï Riazansky vient de dire « Je suis désolé, je ne peux pas t'avoir dans le cadre ». Ce qui veut peut-être dire qu'Oleg Kotov doit se déplacer afin d'assurer une bonne vue pour la prise de photo. Vous voyez, on voit très bien cette lanière rouge conséquente, hein, vous voyez le diamètre, avec le mousqueton au bout. Oleg Kotov est accroché à la station par ce filet de sécurité. Donc les deux cosmonautes continuent à échanger des informations sur leur sortie. On voit que Oleg Kotov et Sergueï Riazansky sont maintenant assez séparés. Vous voyez, il est en bas à gauche. Donc nous allons bientôt entrer dans la 40e minute de cette sortie spatiale. Voilà, des échanges techniques à nouveau. Tourne-le à gauche et mets-le un peu plus bas. Voilà, là, c'est le casque de Sergueï Riazansky. On voit donc l'appareil photo en avant-plan. Et derrière, si vous regardez derrière, il s'agit d'Oleg Kotov. La station est au-dessus de l'océan Atlantique, apparemment.
Ce que nous voyons là, c'est un module russe. Hein, on est dans le segment russe de la station. Vous remarquez que le segment russe a ses propres panneaux solaires qui complètent les très grands panneaux solaires du segment américain. Voilà, les astronautes préparent quelque chose. Enfin, les cosmonautes. Alors, je rappelle que la distinction cosmonaute-astronaute, cosmonaute pour cosmos, hein, c'est comme ça qu'on appelle les voyageurs spatiaux soviétiques puis russes. Les Américains avaient choisi un autre terme, on était dans la guerre froide. Il était hors de question que les professionnels de l'espace américain portent un nom identique à celui des soviétiques. Donc, ils avaient choisi le terme astronaute. Pendant un moment, en France, on a parlé du terme spationaute afin de se distinguer. Mais aujourd'hui, même pour les Français, on peut dire astronaute, puisque aujourd'hui, c'est le corps européen des astronautes, très officiellement. C'est-à-dire les astronautes sont sous l'égide de l'Agence spatiale européenne qui, elle, utilise le terme astronaute. Donc le terme générique est un petit peu aujourd'hui astronaute, mais reste encore cette petite distinction, cosmonaute, astronaute. Il y a des pays qui essayent d'avoir aussi leur propre terme. Par exemple, la Chine emploie de façon non officielle, il faut le préciser, le terme taïkonaute. À un moment, l'Inde, qui a des projets de vol habité, voulait appeler ses astronautes des gaganautes. Puis pour l'instant, ils ont renoncé. Ils ont trouvé un autre terme. Donc il est vrai que si on continue comme ça, chaque pays devra trouver un nom différent, étant donné qu'il y a plus de 140 pays sur Terre. Si chacun veut trouver un nom différent, va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination. Donc pour l'instant, les deux cosmonautes continuent à préparer. J'ai l'impression que Sergueï Riazansky est en train de se rapprocher d'Oleg Kotov. Peut-être qu'il va faire une photo à deux avec la torche. Une sorte de relais symbolique dans l'espace de Kotov vers Sergueï Riazansky. Au milieu de votre écran, on voit très bien la torche. Attaché, plutôt deux fois qu'une, comme les astronautes d'ailleurs. Voilà, on voit très bien bleu sur le scaphandre de Sergueï Riazansky, Kotov rouge. Alors si vous regardez en bas à droite de l'écran, vous voyez que Kotov a sur son gant comme un petit miroir. C'est pas comme un petit miroir, en fait c'est un miroir. Et c'est une astuce, ce miroir sur leur gant permet aux astronautes ou cosmonautes en sortie spatiale de voir un petit peu ce qui se passe autour d'eux, parce que quand on est dans un scaphandre, on n'a pas forcément une très très grande mobilité. Si on tourne la tête, c'est bien, mais au bout d'un moment, on est limité par la visière qui n'est pas totale, hein, qui n'est pas à 360 degrés. Donc pour voir un petit peu certaines choses, on utilise ce miroir tenu par un bracelet autour du gant de sa combinaison. Sergueï Riazansky qui se dirige vers Oleg Kotov, de toute évidence. Remarquez aussi la montre. En bas, légèrement sur la gauche, on voit une montre accrochée au poignet de Oleg Kotov. Voilà, il se donne des instructions en train de dire si tu passes par là, tu vas arriver de ce côté. Ils se guident l'un l'autre. Enfin, je pense que c'est surtout Kotov qui guide Riazansky. Voilà, les deux cosmonautes sont en train de se rejoindre.
Voilà. Kotov qui donne des instructions à son collègue Sergei Ryazansky, puisque bon, la vision est assez limitée dans un scaphandre spatial. Là. Voilà, donc la commentatrice NASA a confirmé qu'il allait bien y avoir un transfert de la torche olympique. Donc il va y avoir un relais de torche sur orbite. On ne s'est donc pas contenté de sortir la torche dans l'espace, on va faire un relais. Parce que je vous rappelle qu'une des grandes traditions olympiques, c'est que des personnes portent des répliques de torches, parfois courent un moment avec, puis passent la torche à quelqu'un d'autre qui continue et ainsi de suite. Plusieurs torches se baladent ainsi dans le monde afin de symboliser l'union des nations autour de l'idéal sportif. Donc visiblement, Kotov et Ryazansky vont procéder au premier relais en sortie spatiale. Donc une première de plus. Voilà, on voit que Sergei Ryazansky, lui aussi, est accroché par un câble. On voit très bien, là, il est bleu, légèrement en haut à gauche de l'image. Ah, il s'en mêle un petit peu dans les câbles de sécurité. Ah, c'est pas facile. Voilà. Alors attention, on devrait bientôt assister au premier relais d'une torche olympique, certes éteinte, pour des raisons de sécurité, mais au premier relais d'une torche olympique sur orbite, en sortie spatiale. Voilà. Kotov qui a pris, vous avez vu, il a pris le mousqueton de sécurité de son collègue pour le déplacer et l'accrocher ailleurs. Comme je vous expliquais au début de cette retransmission, il est très important d'être toujours attaché à la station ou au vaisseau spatial quand on fait une sortie extravéhiculaire. Voilà, hop. Ryazansky qui vient d'effectuer un très beau demi-tour sur place pour se positionner. Alors il faut savoir que ce balai, en quelque sorte, n'est pas improvisé. Tout cela a été répété sur Terre en piscine, c'est-à-dire ils mettent les mêmes combinaisons et ils se plongent dans une piscine et avec l'eau, ils flottent un petit peu comme dans l'espace et ça leur permet de répéter toutes ces procédures. Voilà, les deux cosmonautes maintenant sont côte à côte. Je suppose que l'appareil photo qui a été installé tout à l'heure fonctionne en automatique et va donc prendre en photo ce relais de la torche olympique sur orbite en sortie spatiale. Voilà, c'est toujours Kotov qui tient la torche. Torche qui, elle, est tenue par deux filins de sécurité. Là, il l'a un petit peu lâché. Voilà, il la reprend. Attention. Voilà, Kotov tient la torche olympique dans sa main gauche. Ryazansky est à ses côtés, vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran. Et voilà, ça y est. Kotov vient de passer la torche à Ryazansky, c'est maintenant Ryazansky qui tient la torche, donc relais d'une torche olympique sur orbite et en sortie spatiale. La première fois que cela se réalise en sortie spatiale. Et Ryazansky qui redonne la torche à Kotov. Des photos sont prises. Donc à 16h15 heure française, 16h14, 16h15 heure française, relais d'une torche olympique sur orbite en sortie spatiale. Et la station spatiale était au-dessus des côtes africaines, nous dit-on. Et voilà, à nouveau un relais. Alors, vous remarquez qu'au bout de leurs gants, il y a des
le bout des gants est noir. Vous voyez un petit peu. Alors en fait, c'est parce que le tissu de la combinaison est interrompu à cet endroit-là et il y a essentiellement du caoutchouc, ce qui aide les cosmonautes à mieux sentir, avoir une petite impression de ressenti au bout des doigts. Il faut quand même savoir que quand on fait de la sortie spatiale, parfois on vous demande de faire l'équivalent d'un travail de précision, de minutie, avec, on va dire, vous mettez 2 gants de ski les uns sur les autres, sur chaque main, et vous allez essayer de faire une maquette. Et là, vous commencerez à comprendre quelle est la difficulté de travailler, de faire du travail de précision en sortie en scaphandre. Voilà, Kotov et Riazanski qui se passent plusieurs fois la torche. On voit très bien le filin de sécurité. Là, une image qui vient de Riazanski, puisqu'on voit les bandes rouges du scaphandre de Kotov, et une image générale qui nous montre les 2 cosmonautes. Donc Riazanski apparemment va retourner vers l'appareil photo pour faire d'autres images. Voilà, une image du scaphandre de Riazanski. Il vient de dire, t'as pas besoin de reculer. Il fait juste un mouvement vertical. On voit que ils prennent beaucoup de précautions pour faire cette séance photo. Visiblement, le symbole de cette torche olympique sur orbite est très importante pour la Russie. Très important, pardon. Voilà. Et hop, à nouveau, un relais. Là, on voit l'écoutille du SAS russe. Et la vue des 2 cosmonautes. Voilà, Oleg Kotov visiblement se prépare à rentrer dans le SAS. On dirait il a les pieds du côté de l'écoutille. À moins qu'il se positionne tout simplement. Puisqu'après ils ont du travail technique à faire, je ne suis pas certain qu'ils continuent à faire le travail technique avec la torche. Ils vont peut-être la mettre en sécurité dans le SAS avant de continuer. Nous allons donc continuer ce direct jusqu'à ce que la torche rentre, si c'est le cas. Voilà, Kotov a appelé la torche un symbole d'amitié, de partenariat et de compétition. Compétition sportive, bien sûr. Voilà, on fait bien bouger la torche. Je ne suis pas sûr qu'une torche sur Terre soit autant agitée lors d'un relais sur notre planète. Voilà, les 2 cosmonautes saluent la caméra. Ils refont un relais. Alors on sait que les Jeux Olympiques de Sotchi d'hiver en Russie sont extrêmement importants sur le plan du prestige national pour la Russie. Des moyens énormes ont été accordés pour faire de Sotchi une ville olympique. Le budget a été largement dépassé. Et donc la Russie ici fait une démonstration de son prestige en tant que nation spatiale. Je rappelle que l'URSS, dont la Russie est l'héritière au niveau spatial, l'URSS est le pays qui a été le premier à envoyer un satellite sur orbite, premier homme sur orbite, enfin même premier être vivant sur orbite avec la chaîne Laika, premier homme sur orbite, première femme sur orbite, Valentina Tereshkova. Je vous rappelle qu'il y a une
une exposition temporaire extrêmement intéressante sur les femmes dans l'espace à la Cité de l'Espace en ce moment, avec une interview notamment exclusive de Valentina Tereshkova, qui nous confie donc que lorsqu'elle a fait sa mission, il y a eu un mauvais fonctionnement de son vaisseau spatial et qu'elle a dû garder le secret pendant plusieurs années. Parce qu'il était à l'époque, cette époque de compétition, comme elle le dit elle-même, on ne travaille pas de façon normale, il était hors de question de reconnaître qu'il y avait pu avoir une erreur. Et puis un jour, après la chute du mur, un ingénieur a en quelque sorte lâché le morceau, je dirais. Il a dit non, il y a eu un problème et Valentina Tereshkova a très très bien réagi. Voilà. Donc tout ceci est expliqué dans cette exposition temporaire à la Cité de l'Espace. Donc la Russie, l'URSS, puis maintenant la Russie, premier homme dans l'espace, première femme dans l'espace, première sortie spatiale en scaphandre, c'était Leonov, ne pouvait que marquer de façon spatiale un relais de torche olympique. Et d'ailleurs, comme rappelle la commentatrice NASA à l'instant, il s'agit bien de la première torche olympique qui a participé à une sortie spatiale. Voilà, on approche de la conclusion de cette sortie, enfin de la partie de cette sortie dédiée à la torche olympique. Ici, une vue du scaphandre d'Oleg Kotov. Remarquez qu'il a aussi un miroir sur le gant gauche. Là, on voit une vue générale. Très belle vue de la torche sur fond de terre. Voilà, donc c'est à nouveau Oleg Kotov qui détient la... Et donc la commentatrice NASA nous apprend que la station vient de passer au-dessus du Mali en Afrique. La station met 1h30 à faire le tour de la Terre. Et Oleg Kotov qui se déplace. Là, il se rapproche de l'écoutille du SAS. Voyons, là, on voit sur la droite de l'écran le mousqueton qui le tient. Il le décroche. Et il va l'accrocher à un autre endroit avant de se déplacer. Toujours au moins un filin de sécurité accroché à la station. Kotov, on voit très bien, Kotov s'est attaché à une sorte de main courante. Hop. Vous voyez, vous avez vu comme il passe son mousqueton d'une attache à l'autre. Il faut savoir que les Russes ont donné assez peu de détails sur l'ensemble des procédures de cette sortie. Ils ont donné une liste des tâches qui seraient effectuées. Mais pas énormément de détails sur la progression des opérations.
Alors, au fond, on voit la station avec un vaisseau Soyouz, je pense. Il faut savoir qu'il y a 3 vaisseaux Soyouz en ce moment accrochés à la station. Hein. Donc, Kotov indique qu'il est stable. Il vient de dire je m'assure que nous ayons le maximum d'images possible. Donc on voit que la prise de photo continue visiblement. Maintenant je peux poser ici. Donc apparemment, il ne retourne pas tout de suite remettre la torche dans le sas. La séance photo continue un petit peu. Voilà, on vient d'entendre donne-moi une direction approximative. La commentatrice NASA a confirmé que les cosmonautes se positionnaient pour faire des photos sous un autre angle. Alors, je viens même d'entendre la personne qui assure la traduction en anglais des échanges russes dire c'est une très bonne position. Donc visiblement la séance photo continue encore. En bas à gauche, vous voyez le petit oiseau bleu de Twitter avec @NASA qui apparaît puisque la commentatrice NASA précise que les premières photos sont disponibles. Alors, je pense que ce sont des captures vidéo. En matière de Twitter, il faut savoir que la Cité de l'Espace est aussi sur Twitter. Alors vous allez sur le site enjoyspace.com et vous verrez en haut vers la droite, il y a des liens pour nous suivre sur Twitter, sur Facebook ou Google+. Voilà, on vient d'entendre donc une discussion où il est question de faire encore quelques photos. Ah.
Et hop, voilà, vous avez vu, ils sont passés à nouveau la torche entre Oleg Kotov et Sergei Ryazanski. Donc nouveau relais de la torche. Il est très étonnant de voir à quel point les deux cosmonautes soignent la mise en scène de ce relais. Obtenir de belles photos, voire même une bonne vidéo, puisqu'il devait y avoir des caméras vidéo situées à des endroits stratégiques, et de toute évidence très important. Vous avez déjà parlé de l'importance des Jeux de Sotchi pour la Russie au niveau du prestige national. Parce que là, on entend des instructions du style, est-ce que tu peux mettre la tête un peu plus comme ci? Est-ce que tu peux te déplacer par là? Et on vient d'apprendre que dans 20 minutes, la station allait rentrer dans la nuit orbitale. Donc il faut sans doute que tout ce qui concerne la torche olympique soit terminé d'ici là. Et Oleg Kotov a repris la torche. Et on est au-dessus de l'Angola, d'après la commentatrice NASA. Et à nouveau un échange, un relais entre Kotov et Ryazanski. Attache-toi, vient de dire Kotov, ou Ryazanski. Donc là, ce que nous voyons, c'est une image du casque de Kotov, je pense. Oui, puisque le cosmonaute dans l'image a des bandes bleues. Et là, en revanche, c'est une image de Ryazanski. Et on voit Kotov et ses bandes rouges. Donc on atteint l'heure de sortie consacrée à la torche. Alors visiblement, ce qui s'est passé, regardez, c'est que Kotov a totalement transmis la torche à Ryazanski, c'est-à-dire que la torche n'est plus accrochée à Kotov, j'ai l'impression, mais elle est accrochée au scaphandre de Ryazanski. Donc il y a eu non pas seulement un relais d'une main à l'autre, mais cette fois-ci un relais complet. Voilà, vous avez vu, peut-être que Kotov vient d'enlever le mousqueton, son mousqueton qui tenait la torche, et c'est Ryazanski qui tient la torche. Et très probablement l'étape suivante, c'est Kotov qui va faire une photo de Ryazanski avec la torche pour bien marquer symboliquement le relais, puisque on a essentiellement fait jusqu'à maintenant des photos de Kotov avec la torche, puis des photos ou des vidéos de Kotov passant la torche à Ryazanski. Mais la torche restait accrochée à Kotov. Là, visiblement, la torche a été totalement transmise à Ryazanski. Donc, Kotov va peut-être faire des photos.
Et qu'ils évoluent autour d'une espèce de mât télescopique. Alors, il faut savoir qu'en sortie extravéhiculaire, se passer un objet d'un astronaute à l'autre, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas que l'objet à se transmettre, il y a aussi les attaches. Parce que les objets sont attachés soit à la structure de la station, soit au scaphandre de l'astronaute cosmonaute. Donc quand vous passez par exemple un appareil photo à quelqu'un, c'est pas comme sur Terre où vous donnez l'appareil photo juste comme ça. Imaginez que l'appareil photo est attaché à vous par deux filins. Il faut donc passer l'appareil photo, puis un premier filin qu'on attache sur le collègue et le deuxième aussi. Ce qui explique un peu la lenteur des opérations. Parce que tout doit être fait avec beaucoup de précautions et surtout pas d'erreur, parce que là, la torche, si elle n'est pas attachée et qu'on la lâche, c'est fini. Elle est perdue dans l'espace, elle va tourner autour de la Terre, mais en s'éloignant sans cesse de la Station spatiale internationale et ne sera pas récupérable. Donc ici, nous avons une image, je pense, du scaphandre de Kotov. Qui s'éloigne de son collègue. Probablement pour prendre une photo. Voilà, donc Kotov là est en haut de l'image. Riazanski avec la torche et vers le milieu un peu en bas. Vous remarquez que l'appareil photo maintenant est accroché à Kotov. Tout à l'heure, c'était Riazanski qui s'occupait essentiellement d'appareil photo. Donc les cosmonautes continuent à s'échanger des instructions sur leurs positions respectives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la règle est que les sorties extravéhiculaires se déroulent à deux. C'est un petit peu le même principe que les règles de sécurité d'une sortie, d'une plongée sous-marine. On ne le fait pas seul parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui puisse aider l'autre si celle-ci a un problème. Alors, par moment, on voit que la transmission vidéo a du mal. Voilà, c'est une image donc du casque de Riazanski. On voit Oleg Kotov et on a changé. Là, maintenant, c'est une image de Kotov, du casque de Kotov. Kotov donc qui se positionne à un autre emplacement.
minutes, we will lose temporarily camera views. For how long? For about 12 minutes. Will we have a band? Il a été annoncé que dans 1 minute, la liaison vidéo serait perdue pour une vingtaine de minutes. Dans 5 minutes apparemment. And then just return. Ici, nous voyons la salle de contrôle des vols habités russes à Korolev, en banlieue de Moscou. Et la liaison vidéo vient d'être arrêtée comme il avait été dit. Donc, la commentatrice NASA TV vient de confirmer qu'il y avait une interruption de 12 minutes du signal vidéo. Et la marche spatiale a duré là 1 heure et presque 10 minutes maintenant. Donc nous avons vu la torche olympique, la première torche olympique à être exposée dans le vide spatial. We recommend you take a rest for about 8 minutes. This is a great recommendation. Donc en revanche, la liaison audio avec les cosmonautes n'est pas perdue. Il s'agit uniquement de la liaison vidéo. Et c'était prévu, ce n'est pas une panne ou quelque chose comme ça. Là, le centre de contrôle de la Station spatiale internationale à Houston, aux États-Unis, à la NASA. Alors, en l'absence de vidéo de la Station spatiale internationale, on nous montre des images de l'impressionnant typhon Haiyan, qui est l'un des plus puissants typhons qui ait été observé sur Terre.
avec des vents de 300 km/h. C'est donc un typhon de catégorie 5. Et donc c'est une image du typhon Haiyan filmée depuis la Station spatiale internationale. Ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement. Donc on va profiter de cette interruption. Je vais vous rappeler ce que nous venons de voir, c'est-à-dire que la torche olympique, ou la réplique exactement, qui a été envoyée dans l'espace, la voici. Elle a été amenée donc là-haut par cet équipage. Gauche à droite, Koichi Wakata, Mikhail Turin, Eric Mastracchio, donc un japonais, un russe et un américain, ce qui est un beau symbole puisque 3 nationalités différentes pour amener la torche olympique. Et que ces 3 astronautes ont rejoint les 6 déjà à bord, de gauche à droite, l'américaine Karen Nyberg, le russe Fyodor Yurchikhin, l'européen, l'italien de l'agence spatiale européenne Luca Parmitano, l'américain Mike Hopkins, le russe Oleg Kotov et le russe Sergei Ryazansky. Et donc on s'est retrouvé avec 9 personnes à bord de la station spatiale internationale. Et sur ces 9, Oleg Kotov et Sergei Ryazansky sont sortis dans l'espace afin d'exposer au vide spatial la réplique de la torche olympique, ce qui est la première fois. C'est la 3e torche olympique qui va dans l'espace. Là, une image qui montre donc l'arrivée de la torche olympique dans la Station spatiale internationale. Et donc c'est la 3e torche olympique dans l'espace, mais la première qui sort dans l'espace avec des astronautes ou cosmonautes. Et je vous rappelle que ce direct vous est proposé par la Cité de l'Espace à Toulouse, le grand parc de l'aventure spatiale. Voilà, là des images enregistrées du typhon Haiyan. Images enregistrées depuis la Station spatiale internationale. Alors bien évidemment, il n'y a pas que la Station spatiale internationale qui surveille depuis l'espace ce typhon. Il y a des tas de satellites météorologiques qui permettent de surveiller, de prévoir ces typhons ou ces ouragans. Aujourd'hui, grâce aux technologies notamment spatiales, on prédit mieux la trajectoire de ces phénomènes naturels très violents qui peuvent causer beaucoup de dégâts et malheureusement aussi des morts. Donc une surveillance spatiale importante. Voilà, là nous sommes de retour en direct au centre de contrôle des vols habités russes à Korolev en banlieue de Moscou. Et avant de terminer ce direct, nous allons attendre le retour de la vidéo. Donc je vous rappelle que la liaison vidéo a été interrompue, c'était prévu. La station est visiblement dans un endroit où on ne peut pas recevoir de données vidéo, du moins côté russe. Voilà. Et la liaison vidéo devrait revenir d'ici 4 minutes. Alors, en attendant que ça revienne, je ne résiste pas à vous montrer la décoration du vaisseau spatial TMA-11 qui a donc amené la torche vers la station. Regardez, il est décoré aux couleurs des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Vous voyez la fusée, intégralement décorée. Et sur le pas de tir, il y avait même les anneaux olympiques, les 5 anneaux olympiques, symbole des 5 continents. Donc sur le pas de tir du Soyouz TMA-11 qui a amené la torche olympique à la station spatiale internationale. Voilà, là à nouveau on voit l'arrivée de la torche. Je vous rappelle que la Cité de l'Espace, en partenariat avec France Bleu Toulouse, vous propose tous les samedis à 7h40 et 9h40 une chronique sur l'espace, une petite chronique de 3 minutes, grand public, qui explique le spatial
à tout le monde. Et si vous ne pouvez pas écouter cette rubrique, soit parce que c'est trop tôt pour vous, soit parce que vous n'êtes pas dans la couverture FM de France Bleu Toulouse en 90.5, vous pouvez accéder aux enregistrements de cette rubrique via le site enjoyspace.com. Voilà, retour au direct. La vidéo devrait revenir d'ici 3 minutes. Et la liaison audio, en revanche, avec les cosmonautes est toujours active, comme on peut l'entendre. On attend donc ce retour. Et la torche olympique reviendra sur Terre le 11 novembre, au matin. Elle sera ramenée donc par les 3 qui sont sur la gauche de ce cliché. Donc par l'américaine Karen Nyberg, le russe Fyodor Yurchakin et l'italien de l'Agence spatiale européenne, Luca Parmitano. Luca Parmitano, je le rappelle, qui fait partie des 6 nouvelles recrues de l'Agence spatiale européenne et qui, en 2009, et qui donc a été le premier à partir sur ces 6 nouveaux. Alors, j'ai cru entendre un des cosmonautes qui disait « Je crois que j'ai une bonne photo de toi ». Donc, on voit que la séance photo continue pour la torche olympique. Voilà, l'un des cosmonautes a dit « Je ne pense pas qu'on puisse en faire plus maintenant ». Et la station va bientôt rentrer en zone de couverture vidéo. Donc on attend le retour du signal vidéo. Et la station tourne autour de la Terre selon un angle par rapport à l'équateur de 51 degrés. Et je vous rappelle qu'après cette séance photo consacrée à la torche olympique, il y a encore du travail qui attend les marcheurs spatiaux d'aujourd'hui. Installation d'équipement, entretien de la station. Donc la torche n'est que une première partie de cette sortie spatiale qui doit durer 6 heures.
Il faut savoir que la liaison audio n'est pas la seule liaison qu'ont les contrôleurs au sol. Ils surveillent aussi par télémétrie le fonctionnement des scaphandres. Voilà, la vidéo est revenue. Nous sommes dans la nuit orbitale. Donc la station est du côté nuit de la Terre, à nouveau. Quand on a commencé cette sortie, on était côté nuit. On a attendu que le soleil se lève en quelque sorte. Remarquez les lumières sur les scaphandres qui permettent aux cosmonautes de continuer à voir ce qu'ils font. Is it better now? Donc cette nuit orbitale doit durer une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est étant donné qu'on a vu la sortie de la torche, on a vu le passage, le témoin de relais, etc. Je vous propose de mettre fin à ce direct. Vous pourrez retrouver l'intégralité, si vous voulez, de cette sortie sur NASA TV. Et vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement de ce direct qui vient de se dérouler maintenant. Ce direct organisé par la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous allez pouvoir bientôt retrouver l'enregistrement de ce direct sur le site enjoyspace.com, le temps que l'enregistrement se fasse sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Nous avons vu la première sortie dans l'espace d'une torche olympique et le premier relais d'une torche olympique sur orbite entre deux astronautes cosmonautes. Voilà, donc pour les Jeux de Sochi 2014. Et donc cette première spatiale s'est déroulée aujourd'hui, le 9 novembre 2013. À nouveau, merci pour votre attention. Et n'oubliez pas, si vous voulez partir dans l'espace, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter une place très chère à bord d'un Soyouz. Il suffit d'aller à Toulouse, à la Cité de l'Espace, où vous pourrez voir à quoi servent les satellites autour de la Terre, voir tout ce qu'ils nous apportent dans notre vie quotidienne, voir un Soyouz, même s'asseoir dedans. Et vous avez peut-être entendu nous dire qu'en ce moment, le film Gravity a beaucoup de succès au cinéma. Eh bien, sachez que à la Cité de l'Espace à Toulouse, on a encore mieux, on a Hubble 3D en IMAX. C'est ce format sur grand écran d'une qualité extraordinaire. Donc c'est un film qui a été fait cette fois-ci vraiment dans l'espace, c'est pas un film de cinéma, la caméra a été dans l'espace et vous voyez de véritables astronautes qui réparent le télescope spatial Hubble. Le film s'appelle Hubble 3D et là on est vraiment dans l'espace avec les astronautes. C'est une expérience incroyable à vivre. Il y a notamment une séquence extraordinaire de décollage de navette où on a mis des caméras très près sur le pas de tir, donc vous ne verrez jamais une navette spatiale décollée d'aussi près, pour deux raisons. D'abord, les navettes spatiales aujourd'hui sont à la retraite, c'est terminé. Et ensuite, si vous étiez aussi près, vous ne pourriez pas survivre au bruit et à la chaleur du décollage. Et ensuite, vous pourrez même sortir dans l'espace avec les astronautes et les regarder entretenir le télescope spatial Hubble. Voilà, donc à nouveau, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Enjoy Space.